écoutez, on va présenter cette balade, parce qu'on va vous promener jusqu'en 2050. C'est l'enjeu, vous êtes bien assis, on va essayer de faire ça ensemble et de le faire agréablement sur les prochaines 30 minutes. Je me présente, Jean-Christophe Vizier, je suis directeur de la prospective au CSTB et je suis chargé de prospective sur le bâtiment à l'ADEME. Donc j'ai la double casquette sur ce sujet. Jérémy Elbez, moi je suis que du CSTB, je suis économiste à la direction économie. Alors, on va vous parler de prospective. Il faut bien voir ce que c'est que la prospective. L'idée de la prospective, c'est surtout pas de prévoir l'avenir. L'idée de la prospective, c'est d'imaginer et de partager l'imagination sur des avenirs différents. Je suis sûr que chacun d'entre vous a une idée de ce qui va se passer à 2050 et qu'elle est vachement intéressante. L'enjeu, c'est de pouvoir la partager, faire émerger des récits différents, parce qu'on ne sait pas ce que sera l'avenir, de manière évidente, puisque l'avenir, c'est ce qu'on va fabriquer. Et c'est donc de pouvoir faire émerger plusieurs récits différents et très contrastés de ce que pourraient être les avenirs, pour qu'ensuite, quand on agit au présent, on puisse se dire, mais finalement, quel est le récit qui risque de se passer si je fais rien? Mais aussi, quels sont les récits vers lesquels j'aurais plutôt envie d'aller et ceux sur lesquels j'aurais plutôt pas envie qu'on y aille. Et donc, c'est une grille d'analyse qui peut aider à agir au présent, notamment dans la stratégie de chacun d'entre vous, puisque chacun est très différent. Dans ce travail de prospective, on s'est donné une date, 2050. Alors 2050, c'est 30 ans, ça permet de se projeter un peu, mais c'est pas très loin, hein, parce que les bâtiments qu'on construit aujourd'hui, dans 30 ans, ils seront encore là, on pensera à les rénover, mais vous voyez, on est quand même sur des échelles qui, au temps du bâtiment, ont du sens. Et on a surtout choisi de travailler sur le bâtiment et l'immobilier. Le bâtiment tel qu'on le construit, qu'on le rénove, c'est très très important, mais ça ne dure qu'un temps. Et le bâtiment tel qu'on l'utilise, l'immobilier, et ça, c'est un truc extrêmement important, et ça dure beaucoup plus longtemps. Ok, bah alors du coup, on peut commencer directement sur la manière dont on a construit ces scénarios et dont on a engagé cette démarche prospective. C'est un travail qui se fait en 3 étapes. La première étape, elle a consisté à identifier un certain nombre de facteurs clés, 22 au total, qui sont 10 facteurs qui ont été considérés par le groupe de prospective comme étant les facteurs ayant potentiellement un impact important sur l'évolution du secteur. Ces 22 facteurs clés, ils sont répartis en 4 boîtes. Les facteurs de contexte, les facteurs de demande, les facteurs d'offres et les facteurs de politique publique. La deuxième étape, ça a été de faire une analyse d'abord rétrospective, donc comment ces facteurs ont évolué durant les 30 dernières années, puis prospective en s'interrogeant sur les différents scénarios que pouvaient suivre ces facteurs, entre 3 et 4, des hypothèses en fait, qu'on monte sur ces facteurs quant à leur évolution en fait, entre maintenant et 2050. La dernière étape, ça a été d'explorer les scénarios possibles, et donc de monter les scénarios qu'on va vous présenter juste après, en essayant d'associer, d'imbriquer les hypothèses faites sur chacun des facteurs pour avoir un tout cohérent et qui formait un scénario logique. Alors, la prospective, on a appelé notre travail « Imaginons ensemble les bâtiments de demain ». Première idée, c'est que si on veut réfléchir à l'avenir, comme chacun d'entre nous a une vision, il faut absolument mettre autour de la table des gens très différents qui, à la fois, connaissent un peu le secteur, mais on parle de points de vue différents. Et que la richesse vient du partage des imaginaires. L'idée, c'est surtout pas qu'il y en a un qui a raison ou qu'il y en a un qui a tort, mais qu'en regardant le futur depuis différents endroits, on va avoir une vision plus riche. Et ça, on l'a fait avec un comité de prospective dans lequel il y avait 17 personnes. On était 2 parmi les 17. Et dans lequel il y avait ingénieurs, économistes, sociologues, géographes, spécialistes des politiques. Donc, des gens variés. Vous avez leurs photos sur le sujet. D'autre part, on a fait ça avec une démarche qui est partie du CSTB et de l'ADEME, mais on a des partenaires qui étaient intéressés par ça et qui ont financé
une partie des travaux, avec une idée, on finance pour que tout ça soit rendu public. Tout est disponible sur le site que vous avez là, facile à retenir, batimentdemain.fr. Donc tout ce qu'on a fait est rendu disponible pour que vous puissiez, on a fait une vraie boîte à outils, pour que vous puissiez réexploiter ce qu'on a fait. Les partenaires, ce qui est important d'avoir, c'est qu'il y en avait de tous les endroits de la filière. Aménageurs, promoteurs, constructeurs, industriels, énergéticiens, donc des gens variés qui pouvaient amener chacun des visions sur ce qui pouvait se faire. Alors, le radar prospectif, c'est le résultat de cette analyse qu'on a fait sur les facteurs. Vous avez ici les 22 facteurs clés. Donc, facteurs de contexte, de demande, d'offre et de politique. Et pour chacun de ces facteurs, vous avez les différentes hypothèses qui peuvent advenir. Je vous en donne 2 ou 3 pour expliquer l'idée. La démographie. La démographie, on sort depuis la Seconde Guerre mondiale, on a une démographie qui croît de manière extrêmement régulière. Prévision de l'INSEE, l'hypothèse la plus probable, l'hypothèse moyenne de l'INSEE, c'est qu'en 2044, on a atteint le maximum et que dès demain, c'est déjà en train de se tasser. Donc ça, c'est une hypothèse tendancielle de stabilisation de la population. Vous imaginez que pour les acteurs de l'immobilier qui construisent, dans lequel un moteur a été la démographie, ça change des choses. Mais on ne peut pas exclure 2 autres hypothèses, d'ailleurs l'INSEE les regarde aussi, une décroissance qui viendrait beaucoup plus rapidement, ou une croissance qui reprendrait. Pour que la croissance reprenne, il faudrait qu'il y ait 2 choses assez fortes. Une dynamique, on fait des enfants, et une deuxième dynamique, il y a beaucoup de migrants. Alors, ça peut paraître bizarre, mais la Pologne, ces temps-ci, dès qu'il peut y avoir beaucoup de migrants, elle le ressent assez fortement. Donc, vous voyez sur cet exemple que ces 3 hypothèses valent le coup d'être regardées. Simplement, il va falloir les croiser avec d'autres hypothèses. Typiquement, si je prends une hypothèse de la demande, le rapport à la propriété. Avec il y a un certain nombre d'acteurs dans la présidentielle qui sont plutôt dans l'idée où il y avait un président qui était vraiment pour une France de propriétaires. C'est un mode, hein, les gens qui occupent sont propriétaires. Et puis, d'un autre côté, il y a d'autres voies qui peuvent être imaginées. Typiquement dans l'automobile, on est de moins en moins propriétaire de sa voiture, alors qu'avant on l'était. Et là, on a éventuellement un bâtiment qui pourrait devenir un service et non plus une propriété. Suivant la manière dont ça bouge, ça fait aussi des changements assez profonds. 3e sujet sur l'offre. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de main-d'œuvre pour faire les bâtiments ou est-ce que ça va manquer? Et cette main-d'œuvre, est-ce qu'on va plutôt avoir des métiers du bâtiment qui vont devenir des métiers attirants? Parce que typiquement, on se dirait, il y a peut-être des métiers qui sont un peu has-been, mais vous verrez tout à l'heure dans un des scénarios, le bâtiment pourrait devenir un des métiers dont on dit il a du sens et ça peut attirer du monde. Et puis, dernier point, les politiques publiques. Prenez par exemple les politiques environnementales. Vous pouvez avoir une politique extrêmement ambitieuse, mais qui ne s'applique pas du tout. Je donne des objectifs, mais il ne se passe rien. Vous pouvez au contraire avoir des politiques qui seraient ambitieuses et qui réussiraient à s'appliquer. Vous pouvez aussi avoir, ce qu'on a vu dans un certain nombre de pays dans le monde, le débrouille-toi, chacun de ton côté, et la politique en sens d'aider à porter des projets communs baisse en intensité. Alors voilà les briques avec lesquelles on a travaillé. Ce tableau, c'est une vraie grille d'analyse que vous avez sur le web. N'hésitez pas à aller la voir. Pour chacun des facteurs, vous avez un document. D'abord un jeu de transparent qui permet d'expliquer les choses, puis après un document détaillé qui vous explique comment on est arrivé à ces différentes hypothèses. Et donc c'est ce travail sur les facteurs clés qui a permis au final de faire émerger les 4 scénarios qu'on est en train d'afficher en assemblant les différentes hypothèses sur les différents facteurs de manière à ce que ce soit compatible ou cohérent entre elles en tout cas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'autres scénarios auraient pu être développés à partir
de ce travail-là, on aurait pu en faire plus, on aurait pu en faire moins, et ils auraient pu être différents. La logique qui a guidé le choix de ces 4 scénarios, c'est de se dire qu'il fallait que ces scénarios répondent au moins à 3 critères. Le premier, c'est qu'ils soient complets, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur des hypothèses sur chacun des facteurs qui avaient été identifiés. Le second point, c'est qu'ils soient contrastés. Le but, c'est d'essayer de capter des imaginaires hétérogènes, des imaginaires différents. Et le troisième, bon, il est logique, c'est que ce soit cohérent. Donc l'idée de ces scénarios, c'est vraiment d'avoir des scénarios qui balayent le plus large possible les différents imaginaires quant à l'évolution du secteur du bâtiment et de l'immobilier à 2050. Donc une fois qu'on a développé ces scénarios, on s'est posé la question de comment on pouvait les présenter. On s'est rendu compte que c'était possible de les distinguer et de mieux les appréhender à partir de 3 grandes questions. La première grande question, c'est de savoir quelles seront les ressources disponibles. Et cette question permet d'isoler un scénario en particulier, qui est le scénario pénurie, le scénario qui est en rouge, et qui va être caractérisé par l'indisponibilité d'une ou de plusieurs ressources clés. On y reviendra, mais des ressources qui peuvent être humaines, financières ou matérielles. La seconde question, elle va résider sur la capacité des acteurs à réagir vite face aux crises systémiques et leur capacité à évoluer rapidement. Cette question, elle permet d'isoler un second scénario, le scénario jaune, le scénario difficile de tout faire, qui est justement caractérisé par le fait que les acteurs n'arrivent pas à enclencher, à évoluer de manière suffisamment rapide vis-à-vis des enjeux et des différentes transitions qui se présentent au secteur. Enfin, on a une dernière question qui est quelle forme prendra cette évolution? Là, ça nous permet de distinguer 2 grands scénarios. Le scénario bâtiment comme service, qui s'appuie sur un renforcement de la métropolisation et un usage appuyé, fort du numérique. Et un autre scénario, qu'on appelle le scénario rééquilibrage, qui à l'inverse suppose une meilleure répartition de la population sur le territoire, et notamment une sortie d'une partie de la population des grandes villes pour aller vers des villes moyennes, voire des territoires ruraux. Et la montée de préoccupations concernant la frugalité et la sobriété. Et maintenant, on va présenter plus en détail les différents scénarios. On est parti. Je commence par ce scénario difficile de tout faire. Alors, ce scénario, il correspond à beaucoup de choses qui sont un peu dans la tendance. On a une stabilisation de la population associée à un fort vieillissement. Ce vieillissement, d'ailleurs, on le retrouvera dans tous les scénarios parce qu'il est vraiment présent dans tous les cas. On a par ailleurs une économie dans laquelle les ressources stagnent. En particulier, sur le plan économique, ça ne va pas forcément très bien. Les ressources économiques des ménages ne sont pas très hautes. Et d'autre part, les gens qui ont acheté des logements se sont endettés sur des durées très longues. Et au moment où on pourrait avoir envie de rénover ces bâtiments, eh ben, l'argent n'est pas disponible puisqu'on est encore en train de payer son prêt initial. D'autre part, sur le plan du tertiaire, ce qui se passe, c'est que les gens sont un peu dans l'incertitude. Le vieillissement de la population et la transition numérique fait qu'il y a des secteurs sur lesquels tout le monde se demande de combien de bâtiments on va vraiment avoir besoin, en termes de bureaux, en termes de commerce. Et donc, l'envie d'investir sur ces thèmes-là est un peu atone. Sur le plan environnemental, on a des politiques environnementales ambitieuses. Les pouvoirs publics affichent des politiques très fortes. Mais en pratique, quand on regarde quelques années après, si les objectifs sont atteints, on s'aperçoit que ces politiques sont peu suivies d'effet. Alors, vous savez qu'on dit sur le plan de l'offre que le secteur du bâtiment est un secteur dont la productivité augmente lentement, moins vite que d'autres secteurs. Eh bien, ceci continue. C'est-à-dire qu'il y a bien des innovations qui se font dans le bâtiment, mais soit elles ne réussissent pas à passer à l'échelle, avec, ça reste
des lieux où on le fait, mais ça n'innove pas, ça ne se traduit pas de manière large dans le secteur, soit le cloisonnement dans les filières fait que ça ne bénéficie pas, s'il n'y a pas un bénéfice collectif. Typiquement, la maquette numérique peut se développer, mais on passe de plus en plus de temps à s'occuper de la maquette numérique plutôt que de regarder l'impact qu'elle a sur les bâtiments, parce qu'on se bat un peu autour de la valeur ajoutée, autour de la maquette numérique. Donc on a un secteur qui avance doucement, avec certes des changements, mais finalement il avance moins vite que les mutations qui se font à l'extérieur. Alors qu'est-ce que ça donne sur le parc de bâtiments auquel on arrive en 2050 ? Alors on a une situation très contrastée. On a d'un côté un certain nombre de bâtiments neufs qui ont fait des progrès de manière nette, mais les progrès sur le neuf ont été un peu ralentis par le fait qu'on voulait progresser sur tout un tas de thèmes. Si vous étiez à la réunion à la présentation sur le label ce matin, il y a plein de thèmes sur lesquels on voulait progresser, mais on n'a pas réussi à trouver les solutions pour progresser sur les différents sujets à la fois. On avait une réglementation qui était un peu en silo. On a progressé, certes, mais un peu lentement. Sur la rénovation, on a des parties du parc, notamment celles qui sont portées par des institutionnels, par le grand tertiaire, par des organismes HLM qui ont progressé. Mais par contre, on a une grande partie du parc qui, elle, est assez à la traîne. Donc, en 2050, on a beaucoup progressé par rapport à 2020. Les objectifs qu'on s'était fixés pour 2050, on s'est dit que peut-être on les atteindrait vers 2070, 2080. Voilà ce premier scénario, difficile de tout faire. Du coup, on enchaîne avec le second scénario, le scénario rééquilibrage. Attends. Excuse-moi, ça a sauté trop vite. Ce scénario, il est marqué par une répétition des crises systémiques sur la période 2020-2050. Et ces crises systémiques vont amener une large part de la population à progressivement délaisser les logements un peu coûteux et exigus des centres-villes au profit d'habitations situées en grande banlieue, en ville moyenne ou au sein de territoires ruraux. Ce phénomène, il va s'accompagner et il va être accentué par le vieillissement de la population et par un lent déclin démographique. Donc dans ce cadre, la problématique centrale, ça va devenir la problématique de la qualité des bâtiments. Ce qui était prégnant dans un contexte d'accroissement de la population et de concentration de celle-ci au sein de certains territoires, va passer au second plan. La question de la quantité, au profit d'une problématique désormais centrée sur la qualité des bâtiments. Pour permettre cette adaptation, le pouvoir et les moyens des collectivités locales vont être renforcés. La politique nationale elle va principalement porter sur les grands enjeux environnementaux et sociaux, dont les crises ont prouvé qu'ils ne pouvaient être traités que conjointement. Le changement climatique et la protection de la biodiversité vont devenir des causes nationales, et les collectivités vont s'atteler à décliner les objectifs ambitieux qui ont été fixés au niveau national en termes de rénovation énergétique, réduction de l'artificialisation des sols ou encore d'accès au logement pour tous. Qu'est-ce que ça donne du coup sur le marché de l'immobilier ? Ces marchés de l'immobilier vont prendre des formes diverses et au moins une forme duale. Dans les zones métropolitaines, dont l'attractivité s'est fortement dégradée, fortement réduite, une grande partie du parc de bâtiments a vu sa valeur baisser. Ce qui va avoir pour effet de laisser sur le carreau certains propriétaires qui seront contraints de vendre à perte ou de demeurer dans des logements malgré leurs envies d'ailleurs, dans leur logement malgré des envies d'ailleurs. Des programmes de réhabilitation permettant de faire muter des quartiers désormais considérés comme trop monofonctionnels ou d'adapter la taille des logements aux besoins vont être mis en place. Et une partie du parc sera simplement détruite pour permettre de mieux répondre aux enjeux de demande de nature en ville. À côté de cela, on va avoir les zones qui sont nouvellement recherchées. Dans celles-ci, les règles de limitation de l'artificialisation des sols vont conduire
à des rénovations massives du bâti ancien. La construction neuve va se faire à partir de programmes ciselés entre futurs occupants, professionnels de la construction et collectivités, de manière à essayer d'amener les éléments manquants à tel ou tel quartier touche par touche. Bien sûr, cette transformation du parc de bâtiments va s'accompagner d'un développement important de la filière de rénovation. Le passage d'une politique de quantité à une politique de qualité va rendre progressivement plus attractive la filière et va réenchanter, d'une certaine manière, certains de ses métiers. L'artisan va devenir le compagnon du durable, investi, super qualifié et pragmatique. Et ces métiers formeront par ailleurs des voies de reconversion professionnelle intéressantes pour des travailleurs qui sont en quête de sens. La nouvelle réglementation environnementale, et notamment la fiscalité sur les matériaux, va conduire au développement rapide de l'économie circulaire et également d'un tissu d'entreprises qui va permettre de faciliter sa mise en œuvre. Les entreprises de rénovation se distingueront désormais davantage par leur capacité à offrir des offres globales et à répondre aux exigences des tests de performance du bâti après travaux que par leur propension à mobiliser des matériaux ou des équipements high-tech. Et on continue sur le bâtiment comme un service. Alors là, on est dans un scénario où la population croît, naissance, immigration, et on est dans un schéma très international sur lequel les métropoles sont le cœur du développement. Par ailleurs, on a une prise en compte forte et collective des sujets environnementaux, avec vraiment une population qui se dit il faut trouver des solutions, notamment sur les problèmes de biodiversité, sur les problèmes de changement climatique. Et il y a une recherche de solutions qui est faite collectivement. Et qu'est-ce qui apparaît de manière évidente? C'est que pour la biodiversité, il faut arrêter d'artificialiser les sols. En même temps, on est nombreux, il faut loger tout le monde, il faut trouver des locaux pour tout le monde. Le sujet limitant, ça devient la surface. À ce moment-là, il y a une prise de conscience collective qui est que on n'a pas forcément besoin, à tous les moments de sa vie, des mêmes choses. Ces besoins bougent. Et que ça peut vraiment avoir du sens de se mettre à regarder le bâtiment comme un service. Et on va changer le bâtiment qu'on va utiliser, les locaux qu'on va utiliser, à chaque étape de sa vie, vie des entreprises, ce que font déjà les grands groupes, ou vie des gens qui vont, plutôt qu'avoir la propriété qui par moment les empêche de se déplacer, de tirer parti d'opportunités, on va plutôt chercher à avoir le bâtiment comme un service qui s'adapte à mes besoins et que je vais pouvoir faire bouger. Alors, pour faire ça, en fait, ça ne s'est pas fait tout seul, mais il y avait, premièrement, le fait qu'un certain nombre de gens qui voulaient devenir propriétaires, les coûts montaient tellement qu'ils avaient du mal à devenir propriétaires, alors que les loyers, ce qui se passe déjà aujourd'hui, montaient beaucoup moins que les coûts d'achat. D'autre part, pour les propriétaires, du fait des exigences environnementales, la rénovation devenait obligatoire. Donc il fallait investir. Et on a donc eu des particuliers qui sont sortis de ça en disant, finalement, il y a des investisseurs qui sont intéressés par faire des investissements là-dessus pour devenir propriétaire, rénover le parc et le mettre à disposition comme un service. Et c'est ça qui s'est développé. Alors, ça a changé aussi beaucoup la manière de construire et de rénover. D'abord, comme l'espace était limité, on n'a pas hésité, dans des zones périurbaines, dans des banlieues, à se dire, là, on va peut-être détruire ce qu'il y a pour reconstruire, notamment pour permettre d'avoir à la fois des endroits de verre, dont on sent qu'on a vraiment besoin dans une ville dense, et en même temps, des endroits redensifiés. Reconstruire la ville sur la ville, ça veut dire aussi qu'on a intérêt à construire vite, sans trop de dommages, pour que ça se passe bien pour tout le monde. Et ça a poussé au développement de l'industrialisation.
Et donc on a une filière qui a intégré beaucoup d'industrialisation pour le neuf comme pour la rénovation. Et elle l'a fait aussi pour deux raisons. D'une part, les investisseurs n'avaient pas envie de se retrouver avec un bâtiment plein de désordre. Ils étaient extrêmement exigeants sur la qualité de ce qui leur était fourni. Ça poussait à des solutions industrielles. Et d'autre part, l'État a vu qu'il fallait aussi faire bouger les règles, trouver des manières d'arrêter de faire des millefeuilles de règles pour trouver des moyens efficaces où on atteint les objectifs qu'on se fixe, notamment environnementaux, mais dans un système mieux fait, mieux construit. Alors, qu'est-ce qui se passe? En 2050, on a une ville qui a été profondément modifiée, aérée d'un côté et densifiée à la fois, les deux, et dans lequel on apprécie ce fait d'avoir des bâtiments comme un service. C'est quand même pas sans problèmes sociaux, notamment tout le monde n'a pas accès à des services de même qualité. Le dernier scénario, c'est le scénario pénurie. Ce scénario, il est principalement marqué par une difficulté grandissante de la société à gérer le cumul des crises systémiques, le changement climatique, des pandémies ou des crises économiques. Dans ce contexte, et c'est ça qui marque fortement le scénario, une ou plusieurs ressources clés pour les acteurs du bâtiment vont venir à manquer. Ils vont se retrouver bloqués, privés de financement, de ressources RH, de matériaux ou d'une capacité d'action collective catalysée par l'action publique. Les acteurs, ils vont réagir en ordre dispersé, en adoptant des stratégies individuelles ou à petite échelle, qui peuvent aller jusqu'à la recherche d'autonomie des bâtiments vis-à-vis des réseaux existants. On peut penser au réseau énergétique, mais au réseau alimentaire aussi, par exemple. Un exemple, selon les territoires, la réponse à la multiplication des vagues de chaleur serait soit l'installation de climatiseurs peu chers, mais contribuant aux effets de chaleur urbaine, soit des programmes locaux de rénovation et de végétalisation. Bref, dans ce scénario, peu à peu, le territoire et la société se fractionnent. L'activité du bâtiment et l'immobilier, privée de certaines de ces ressources clés, tourne au ralenti. Le volume d'activité globale est en baisse. Et ce contexte est peu propice, au final, pour la productivité du secteur, qui va stagner sous l'effet conjugué d'une baisse d'activité, d'une crise de la main-d'œuvre, de la pénurie, mais aussi de règles politiques considérées comme peu lisibles ou mal appliquées. Dans ce cadre, l'innovation frugale, qui permet de contourner les pénuries, se développe cependant relativement fortement. L'obsolescence du parc s'accroît au fur et à mesure que le fossé entre les besoins des occupants et le cadre bâti ne cesse de s'agrandir. Les projets immobiliers des entreprises sont bloqués et la mobilité résidentielle ralentit. On insiste également au développement de l'insalubrité et du mal logement. Une partie de la population va se retrouver assignée à résidence dans des logements peu adaptés à ses besoins. Et les faibles taux de rénovation du bâti auront mal préparé ces bâtiments aux effets du changement climatique. La précarité énergétique d'été fait son apparition et vient s'ajouter, vient renforcer les problématiques associées à la précarité énergétique hivernale. Alors, il nous reste très peu de temps. On va vous faire en une minute ce qui est devenu ce petit pavillon périurbain. Dans le scénario difficile de tout faire, on a été obligé, dans les années 2025, de reprendre les fondations parce que du fait du changement climatique, il y avait des argiles gonflantes et le bâtiment se fissurait. Et puis après, on a demandé de rénover le bâtiment parce qu'il y avait des exigences de rénovation. Manque de chance, les propriétaires avaient passé tout l'argent qu'ils avaient dans la gestion du problème de fissure et ils ne seront plus en mesure de rénover le bâtiment. Ils pensent donc à vendre. Voilà. Dans le scénario rééquilibrage, ce même pavillon, comme il est situé au centre du lotissement, il était accessible par tous. Et donc, la mairie va le préempter pour le transformer en maison communautaire.
Au départ, les habitants avaient décidé de l'aménager pour en faire une micro-crèche, et il a nécessité d'importants travaux dans les années 2030, notamment pour lui permettre de supporter les sécheresses et les canicules. Au fil du temps, ce bâtiment il a été transformé en bibliothèque d'objets mutualisés, puis en centre de soins de jour pour les personnes âgées du quartier. Dans le scénario bâtiment comme un service, ce pavillon, avec les quelques pavillons autour, il a été racheté par un investisseur qui a détruit les bâtiments et reconstruit avec des solutions industrielles des petits collectifs dans lesquels tout est en location. On a une association entre des espaces verts assez généreux et une densité qui vient de la hauteur. Toutes les technologies ont été mises en place pour que le bâtiment puisse être suivi très facilement dans sa manière de fonctionner. Petit problème, tous les ex-habitants des pavillons n'ont pas réussi à retrouver une place à cet endroit-là et certains ont dû partir ailleurs. Et dans le scénario pénurie, ce même pavillon, au décès de son propriétaire, qui avait vécu seul pendant des années, ce pavillon est racheté, ou a été racheté par une famille avec enfants dans les années 2030. Les propriétaires ont cherché à faire des travaux pour en améliorer le confort, mais ils n'ont pas réussi à trouver d'artisans qualifiés. Ils ont donc seulement fait ce qu'ils étaient capables de faire, et du coup, principalement, des travaux de peinture. Avec les sécheresses à répétition, des fissures commencent à apparaître sous les murs, ce qui commence à inquiéter fortement les propriétaires. Voilà, on vous a présenté donc de manière extrêmement rapide la démarche prospective. S'il y a une ou deux questions. Pourquoi je ne réussis pas ? Alors tous les documents sont disponibles sur batimentdemain.fr, allez-y, il y a des vidéos plus longues. Vous parlez du bâtiment comme un service dans l'un des scénarios. Il y a une chose qui apparaît depuis 4 ou 5 ans dont personne ne parle dans la presse généraliste, c'est les investisseurs immobiliers à cash flow positif qui achètent des logements pas chers en zone non tendue, qui font des rénovations Stéphane Plaza, vous voyez ce que c'est avec les décoratrices à la graisse d'oie, et qui se moquent complètement de tout ce qui est performance énergétique. Alors ce genre de problème, à la limite, à croire qu'il commence un peu à se réveiller depuis qu'on a sorti la loi qui interdira de louer les passoires FG, je veux dire, en quelques années. Mais avant, je veux dire, pour eux, c'est systématique. J'en ai vu qui démontaient les chaudières à gaz pour mettre des grippins à la place, et ils n'isolent pas. Ils disent un mur de 50 cm en pierre n'a pas besoin d'isolation parce qu'il est épais, ce qui est archi faux. Enfin, vous trouvez ce genre de comportement qui se banalise de plus en plus. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Très clairement, quand on dit bâtiment comme un service, et c'est vrai pour tous les scénarios, vous pouvez avoir le meilleur comme le pire. Dans le bâtiment comme un service, vous pouvez avoir des gens qui vont faire de la rénovation de qualité pour avoir un service de qualité, et vous pouvez avoir encore plus à l'extrême que ce que vous dites. Dans le 93, on a interdit un certain nombre de choses parce qu'il y a des gens qui faisaient du bâtiment comme un service qui étaient des marchands de sommeil. Donc on voit bien que quand on dit bâtiment comme un service, on n'a pas raconté toute l'histoire. Mais par contre, se dire que si on va vers des investisseurs qui vont dans ce sens-là, comment faire pour que ça aille dans le bon sens? Et on voit bien que ça peut pas. Enfin, il y a forcément des règles à établir. Typiquement, un autre élément du bâtiment comme un service qui s'est développé extrêmement fortement, c'est le Airbnb. Or, le Airbnb, c'est à la fois la meilleure des choses à certains endroits, ça permet de mieux utiliser des bâtiments qui ne l'étaient pas, et la pire des choses à certains endroits, quand ça transforme des logements à des endroits où on en a besoin pour les gens qui y travaillent ou qui y habitent, en résidence de tourisme. Donc, il est évident que toute évolution, quand on la regarde, elle a plusieurs facettes et qu'elle n'est pas bonne en soi. Une autre question ici ? Oui, bonjour. Vous avez évoqué donc 22 facteurs avec à chaque fois 3 ou plus solutions. Donc ça fait des milliers en fait de combinaisons. Qu'est-ce qui vous fait retenir ces 4-là ? Typiquement, on pourrait imaginer un scénario où les gens quittent les métropoles et où on fait de l'industrialisation du bâtiment. Enfin voilà, pourquoi ces 4-là et pas les autres ? Alors d'abord, vous avez fait une erreur, ça ne fait pas des milliers de cas, ça fait des milliards. Donc
On a essayé dans le groupe de chacun raconter des histoires, et puis on a regroupé ce qui étaient des imaginaires communs. Et on a eu l'impression qu'il y avait des choses qui étaient plus en cohérence, dans lesquelles les dynamiques pouvaient aller ensemble. L'industrialisation, c'est un sujet. On voit bien que ça se développe. On a eu l'impression que peut-être de le raccrocher dans un scénario plus urbain, où on va avoir envie de reconstruire sur la ville plus rapidement, ça avait du sens de le mettre là. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer. Hein. Bien évidemment, et c'est pour ça qu'on le met à disposition, c'est que vous pouvez inventer d'autres scénarios que ceux-là. Bien évidemment, l'avenir, c'est les illustrations, ce n'est surtout pas l'avenir. Une dernière après. Quelle est l'origine de cette démarche? Non, le point de départ, après, on peut le raconter différemment. Moi, pendant 15 ans, je me suis occupé d'énergie et d'environnement. J'ai animé le groupe qui a fait le label BBC. J'ai animé le groupe qui a fait le label E+C-. Mes équipes ont porté les sujets des RT 2012. Et à un moment, j'ai eu la conviction, alors que j'avais passé ma vie professionnelle sur des aspects énergie-environnement, que si on voulait regarder l'avenir du bâtiment, il fallait le regarder sur toutes les facettes. Et donc, j'ai fait cette proposition et il y a plein de gens, en particulier le patron du CSTB, m'a très vite dit, mais oui, on était d'accord sur le fait que ça avait du sens. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'analyses prospectives qui se font. Aujourd'hui, l'avenir n'est pas tracé. Et donc, il y a plein de gens qui ont envie de faire de la prospective. Et voilà, alors c'est parti comme ça aurait pu partir à d'autres endroits. Voilà, je crois qu'il faut qu'on laisse parler les autres, parce que la prospective, c'est que maintenant, il y a d'autres sujets.